Mes amis, je vous parle rapidement, mais sûrement, de la crise obligataire, du krach obligataire que nous vivons et qui passe à peu près inaperçu en France, alors que ce krach pourrait avoir de très lourdes retombées, beaucoup plus lourdes que vous l'imaginez, sur l'ensemble de la finance mondiale. Alors, première chose d'ailleurs à noter, c'est que, manifestement, le sujet est tellement sérieux que la presse française refuse de s'y intéresser et de le prendre vraiment au sérieux, de lui donner l'importance qu'il mérite. Et ça, c'est une information. C'est-à-dire que, de mon point de vue, si on vous parle de punaises de lit, de je sais pas quoi, de tout un tas de sujets, de Alain Soral, qui a été puni en Suisse pour avoir dit qu'une journaliste était une grosse lesbienne. Il a été soutenu par Elon Musk et je crois Julien Pain, qui est le commissaire politique de France Inter, explique qu'il faudrait que Elon Musk soit viré par les banquiers. Tous ces rideaux de fumée sur des sujets totalement ponctuels servent d'abord, parfois inconsciemment, je pense qu'un Julien Pain n'est pas intellectuellement équipé pour comprendre ce qu'est une crise obligataire, mais tout le monde sent bien qu'il faut occuper l'opinion, il faut occuper les cerveaux disponibles avec des sujets d'importance secondaire pour ne surtout pas alarmer les esprits et ne surtout pas aggraver la crise financière qui est en train de se dérouler et qui pourrait prendre des proportions cataclysmiques si tout le monde allait à la banque chercher son argent. Je vais vous faire une vidéo sur la chaîne Patrimoine YouTube que nous animons, qui fait appel à un abonnement particulier. Je vais vous faire des vidéos sur comment sortir de sa banque pour éviter d'être ruiné par la crise financière qui arrive. D'ici là, je vous fais quelques mots sur cette crise obligataire, sur ce krach obligataire qui est très présent dans la presse anglo-saxonne, dans la presse économique en tout cas anglo-saxonne, qui passe sous les radars en France et qui est pourtant un annonciateur de plein de choses désagréables. Je vais vous dire d'abord en quoi consiste cette crise, quel est son impact pour les institutions financières en France et notamment pour les assureurs vie, qui est un sujet de fond, et je dirai quelques mots sur les raisons qu'il y a de ne pas en parler et probablement la stratégie que tout cela déclenche dans la caste en prévision des difficultés qui pourraient se poser très vite dans nos sociétés si cette crise devait prospérer. Alors d'abord, en quoi consiste cette crise? Point numéro 1. Donc cette crise, je vous réexplique le mécanisme, qu'il y a deux types d'investissements dans le monde capitaliste. Il y a les actions, donc une entreprise est détenue par des actionnaires, on vend des actions, et avoir une action, ça donne un droit de propriété sur cette entreprise. Et donc lorsque l'entreprise gagne de l'argent et distribue des bénéfices, c'est-à-dire tout ou partie de l'argent qu'elle a gagné, eh bien les actionnaires reçoivent cet argent à due proportion du nombre de parts qu'ils détiennent. C'est ce que Marx appelait de la spoliation. Chacun est libre de penser ce qu'il en veut, toujours est-il que, et ça appelle sans doute de nombreux commentaires, toujours est-il que ça, c'est une action. Et il y a un autre type de propriété, de façon d'investir dans une entreprise, ce qui s'appelle l'obligation. L'obligation, c'est que je prête de l'argent à une entreprise. En échange, je suis détenteur d'un droit, mais je ne suis pas propriétaire de cette entreprise, mais ce droit est inaliénable. Donc si l'entreprise fait faillite, l'entreprise doit me rembourser cette obligation. C'est mystérieux en apparence, ça l'est moins en réalité. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que l'obligation, elle obéit à une logique totalement mystérieuse. Alors, pas si mystérieuse que ça, mais on ne va pas la détailler aujourd'hui, mais c'est que quand la valeur de l'obligation augmente, son taux d'intérêt diminue. Quand le taux d'intérêt d'une obligation augmente, eh bien, sa valeur diminue. Alors, en réalité, dans la vie, parfois, il ne faut pas trop se poser de questions. Un jour, on fera une séance dédiée à ce sujet très aride. D'ici là, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand les taux d'intérêt augmentent, notamment sur les obligations d'État, l'État en France, lorsqu'il emprunte, il émet des obligations. Lorsque les taux d'intérêt augmentent sur ces obligations, la valeur de ces obligations diminue. Autrement dit, si vous avez acheté une obligation 1000 €
avec un taux d'intérêt de X, 2% par exemple. Lorsque le taux d'intérêt monte à 5%, la valeur de votre obligation diminue. Et donc, vous devez, si vous la revendez, vendre à perte. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'il y a une remontée des taux, la valeur des obligations diminue. Et donc, si vous devez vendre vos acteurs, et donc, lorsque les banques centrales remontent leur taux directeur, elles poussent à la hausse les taux directeurs de l'ensemble du marché, les taux d'intérêt de l'ensemble du marché, elles poussent à la baisse la valeur des obligations. C'est encore mystérieux tout ça, mais ça veut dire quoi concrètement, monsieur? Ça veut dire, c'est un truc assez simple, c'est que les assureurs vie, lorsque vous leur mettez de l'argent sur votre compte d'assurance vie, ils vous disent, mais on va vous rémunérer à 2%. C'est à peu près ça le chiffre officiel aujourd'hui. Vous rémunérez à 2%, ça veut dire que bien, chaque année, ils s'engagent à dire, vous avez mis 100 000 euros, vous aurez 2 000 euros d'intérêt, moins ceci, moins cela, mais à la louche, c'est 2 000 euros d'intérêt sur votre compte assurance vie. Tout leur problème, c'est que à un moment donné, ben, cet argent, ils le font prospérer pour avoir 2% d'intérêt. Généralement, pour le faire prospérer, ce sont des obligations réglementaires, enfin, ce sont des directives. Les assureurs vie placent cet argent dans des obligations, et souvent dans des obligations souveraines, c'est-à-dire qu'ils achètent de la dette française, de la dette américaine, et tout ça fait des petits assez naturellement. Donc, toute la difficulté, c'est ça qu'il faut comprendre dans le krach obligataire que nous vivons. Toute la difficulté, c'est que lorsque un assureur vie vous dit t'auras 2% et qu'il est confronté à la concurrence d'Allianz, d'ING, de ce que vous voulez, je le vois de BNP, on va citer aussi des acteurs français, qui vous disent si vous mettez votre argent chez nous, vous avez 6 ou 7% d'intérêt pendant 3 mois, plus ceci, plus cela, bien vous faites votre calcul et vous vous dites j'ai plus intérêt, l'argent de mon contrat d'assurance vie, j'ai plus intérêt à le mettre ailleurs que dans l'assurance vie, ça me rapportera plus. Et donc vous allez, avec vos petites papates, trouver votre assureur vie en disant j'aimerais bien que vous me rendiez votre argent. Le problème c'est que si c'est Dupont, Durand qui plique-ploque le fonds, l'assureur il a de l'argent, il a assez de liquidité pour vous rendre votre compte, pour clôturer votre compte. Mais si c'est plein de gens qui le font en même temps, eh bien, il a un problème de liquidité, on appelle ça un problème de solvabilité chez les assureurs, et donc il doit vendre une partie de ses actifs financiers pour trouver de l'argent, pour vous rendre vos sous, pour que vous alliez les placer ailleurs. Et lorsque ce phénomène se produit, c'est-à-dire rendez-nous notre argent, on appelle ça de la décollecte, si la décollecte se produit de façon relativement massive, l'assureur, lorsqu'il vend les obligations qu'il a achetées à un prix élevé pendant les années d'or où l'argent valait 0%, l'assureur les revend à perte et donc doit passer des pertes dans ses comptes. Et ça déclenche plein de mécanismes, plein de sécurité financière qui se traduisent tôt ou tard par une crise. C'est ça qui se produit. C'est ça la grande crainte, c'est que la décollecte de l'assurance vie en France ne soit tellement forte qu'elle oblige les assureurs à passer des pertes, et tout le débat est là. Lisez l'article que je consacre à ce sujet dans le Courrier des stratèges. Je vous dirai demain comment faire pour sortir de vos banques, pour éviter de boire la soupe, si j'ose dire, de prendre la bolée de chouchen qui va vous assommer. Mais il faut comprendre ce mécanisme qui fait qu'aujourd'hui, j'ai fait un article sur le Courrier qui explique quelles sont les pertes que les assureurs à ce stade ont subies sur les marchés du fait de la baisse de la valeur des obligations liée à la remontée des taux. C'est une machine infernale. Donc la crise obligataire, c'est ça, c'est que en réalité, c'est pas une crise qui vous touche directement, frontalement. C'est une crise qui touche frontalement les banquiers, les assureurs qui hébergent votre épargne et qui la font fructifier. Et le danger, il est là dans les conséquences qui se posent pour ceux qui hébergent votre épargne, conséquences qui pourraient être très redoutables, d'autant plus redoutables que les réglementations prudentielles qu'on a ajoutées depuis la crise de 2008 pour dire
on veut éviter que vous fassiez faillite, elles peuvent obliger les assureurs à se déclarer en situation difficile, alors qu'au fond, ils ne le sont pas vraiment. Donc tout le monde est aujourd'hui sur la corde raide, et tout le monde sent bien qu'il suffirait de pas grand-chose pour que tu aies acheté à taux d'intérêt faible, donc avec une valeur forte pendant les années de ce qu'on a appelé l'assouplissement monétaire, du quantitative easing, donc de cet argent facile distribué par les banques centrales. Les obligations achetées pendant cette période sont aujourd'hui en baisse de valeur, donc en moins-value, et ça va durer tout le temps que les taux seront élevés. Et donc pendant tout le temps de cette élévation des taux, c'est-à-dire probablement jusqu'à fin 2024, eh bien, les institutions financières qui sont détentrices d'obligations achetées à bas prix, achetées à prix élevé et qui sont aujourd'hui à bas prix, ces institutions financières seront fragilisées et en situation de moins-value latente, comme on dit, c'est-à-dire que lorsqu'elles doivent vendre, c'est la catastrophe. Alors, quel est l'impact de tout ça aujourd'hui potentiellement? Eh bien, on est à la croisée des chemins, c'est-à-dire que tant que un propriétaire d'obligations n'est pas en position de devoir vendre les obligations qu'il a achetées à prix élevé, tant qu'il n'est pas en situation de devoir les vendre à prix bas, au fond, c'est comptablement neutre. Dès lors qu'il doit les vendre à prix bas, il doit réaliser sa moins-value, et là, les ennuis commencent, c'est-à-dire qu'il doit afficher le fait qu'il a perdu de l'argent. Aux États-Unis, on parle d'une moins-value de 180 milliards de dollars pour les banques. C'est colossal, ça signifie que potentiellement le système financier est en situation d'implosion, de crack majeur qui mettra l'économie mondiale par terre. Et toute la difficulté est là aujourd'hui, c'est que au fond, peut-être que nous sommes sur cette espèce de fil suspendu au-dessus du vide avec un balancier, et peut-être que le vent va faire pencher la balance vers la catastrophe financière. Ça ne veut pas dire que ça va arriver, ça veut dire que c'est une probabilité qui est évoquée très sérieusement par la presse américaine et dont il faut se méfier. Et donc, les mécanismes seront terribles pour l'ensemble de nos économies parce que ça signifie que potentiellement nous vivrons un krach financier majeur si le marché des obligations s'effondre, si par exemple une banque est en position de dire j'ai perdu 20 milliards à cause de la crise obligataire et je dois réaliser ces 20 milliards de moins-value, on peut imaginer que derrière, l'incendie va se propager à l'ensemble de la planète financière et mettre tout le monde en difficulté. Alors, pourquoi je pense que c'est une phase critique pour l'Occident? C'est que d'abord, comme je l'ai dit, comme on l'a dit dans le courrier, l'inflammation de ces taux d'intérêt est un peu inexpliquée. Et tout le monde et donc on se dit mais pourquoi, quelles sont les forces occultes qui font basculer les marchés du côté de la crise? Je laisse chacun interpréter cela comme il le souhaite. Surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce sont des mécanismes à implosion et explosion multiples. C'est-à-dire que si les taux d'intérêt s'enflamment, ça signifie qu'un pays super endetté comme la France, qui a besoin en permanence d'emprunter, ce pays va emprunter à des taux de plus en plus élevés et donc petit à petit la dette, le remboursement de la dette va devenir le premier poste de dépense de l'État, et ça c'est un problème, c'est-à-dire qu'on nous mettrons bientôt plus d'argent dans le remboursement de nos dettes que dans l'éducation ou dans la défense. Et probablement que comme cette somme n'est pas maîtrisable, elle va se transformer en une inquisition fiscale. Et ça, c'est un premier sujet. Deuxième sujet, sur les marchés, si les marchés s'effondrent, l'économie capitaliste disparaît après la secousse de 2008. Vous voyez bien qu'il y aura un problème systémique impossible à gérer. Tout cela fait très peur au cercle de décision, à la caste mondialisée. Et donc la caste mondialisée, aujourd'hui, se dit, supposons que ce risque se réalise, comment on fait pour tenir les populations?
Et là, vous avez des réflexes que nous voyons à l'œuvre aujourd'hui dans les débats publics. C'est le Digital Services Act, donc le règlement européen sur les services numériques, qui prévoit la censure d'Internet et l'exclusion hors d'Internet de tout un tas de mauvais coucheurs comme moi, par exemple. Là, en faire un sujet d'actualité, c'est quand même bizarre. Il y a l'Ukraine, il y a la crise financière, il y a plein de trucs, voilà. Et tout à coup, les mecs se disent « Ah non, mais on va vous parler des punaises de lit ». Et puis, au fil des déclarations, on a quelqu'un qui vient dire sur BFM TV « Ah oui, mais pour lutter contre les punaises de lit, il faudrait une loi autorisant à rentrer de force chez les particuliers, c'est-à-dire qu'il faudrait une loi d'urgence autorisant à violer la propriété privée et le droit à la vie privée. » Et on comprend qu'un narratif s'est mis en place pour justifier, comme au temps du Covid, la violation des libertés. Alors la caste mondialisée sent bien que le Covid, ça va être compliqué de le reprendre. Il y avait un sondage tout à fait intéressant en Suisse ce matin annonçant que les Suisses n'étaient pas du tout prêts à repartir dans la vaccination et que majoritairement ils n'y croyaient plus. Donc tout le monde sent bien que le pipotage Covid, ça va être compliqué de le remettre sur le tapis. En revanche, le pipotage punaise de lit, pourquoi pas, on teste, ça mange pas de pain, si j'ose dire, d'essayer. Et c'est ce qui se passe. Si au moins on pouvait passer une loi autorisant à rentrer chez tout le monde et à vérifier chez tout le monde tout ce qui se passe, ce serait génial. Il y a une crainte qu'ils dorment à côté d'une poudrière, et ceux-là sont en train de faire ce qu'il faut pour essayer de conserver des leviers en cas de crise. Nous allons assister dans les 2 ans qui viennent à un affrontement interne majeur entre libéraux que nous sommes, défenseurs de la démocratie, et totalitaires étatistes qu'ils sont, défenseurs de l'État-providence et de toutes ces succursales de surveillance généralisée de la population. Le combat promet d'être fascinant. Regardez comment, au sein même de la résistance, des étatistes défenseurs de l'État-providence qui vous surveillent sont à la manœuvre pour vous faire croire que la résistance, c'est la bureaucratie. Ceux-là sont très forts. À très bientôt. Lisez l'article du Courrier sur ce sujet. Suivez ce qu'on fait sur la levée de fonds pour que vous deveniez actionnaire du Courrier des Stratèges. Et puis, suivez la chaîne Patrimoine que nous avons, qui va vous dire concrètement comment on fait, notamment pour sortir de sa banque. Merci mes amis, à très vite.